Bonjour à tous et bienvenue sur Le Tilt, le podcast qui explore les nouvelles formes de travail et partage des idées et des outils à celles et ceux qui veulent réinventer leur vie professionnelle. Je suis Léa Audrin, coach et formatrice en transition de carrière et mon but est de vous aider à déclencher votre tilt et naviguer entre les différentes phases de votre vie pro pour vous y épanouir pleinement. Un tilt, c'est une prise de conscience, un déclic grâce auquel un nouveau monde des possibles professionnels s'ouvre. Je vous partage des épisodes solo ou des interviews, au sein desquels je décortique des sujets autour de 3 thématiques clés. La transition professionnelle, la carrière et le futur du travail. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, @le.tilt, sur LinkedIn et bien sûr rejoindre ma newsletter pour accéder à davantage de contenu concret pour impulser du changement dans votre vie pro et découvrir mes offres d'accompagnement. Pour ce faire, cliquez sur le lien en description de l'épisode. Je vous laisse avec ma conversation du jour. Bonne écoute! Aujourd'hui, sur Le Tilt, on s'attaque à un sacré dossier, celui de la perception de l'âge en entreprise. Et on va parler plus précisément d'agisme, c'est-à-dire la discrimination liée à l'âge qui pèse sur les carrières, le recrutement et la mobilité professionnelle. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet important ? Parce que l'âge médian en France frôle aujourd'hui les 45 ans, ce qui signifie très concrètement que la population active vieillit et va continuer à vieillir, alors même que nos organisations restent largement construites pour des carrières courtes, dans le sens des carrières autour de 42 annuités, temps qui tend à s'allonger, et des carrières linéaires. Et pourtant, beaucoup d'entreprises continuent de traiter les profils qu'on appelle seniors comme un problème. Trop cher, moins adaptable, plus difficile à manager. Ces clichés sont tenaces, mais surtout, ces clichés sont faux. Et les chiffres et les exemples qu'on partage dans cet épisode le montrent très clairement. Et puis, au-delà de ces clichés, il y a un paradoxe. Le marché de l'emploi est sous tension et la transition démographique redéfinit durablement la population active. Les générations plus jeunes sont moins nombreuses et d'ici une dizaine d'années, près d'un tiers des actifs auront plus de 50 ans. Et pourtant, les entreprises continuent de se priver de ces travailleurs expérimentés dont elles auront très concrètement besoin dans les 10 à 15 prochaines années. Donc, pour décortiquer ces enjeux et pour remettre des faits, des données et des leviers concrets au centre de la discussion sur la perception de l'âge en entreprise, je reçois 2 personnes, Isabelle Brochu, directrice excellence opérationnelle chez Manpower Group Talent Solutions, et Laetitia Vito, autrice et conférencière sur les mutations du travail. Et elle vient de sortir l'ouvrage L'atout âge, qui vient d'être publié chez Erol. Alors ensemble, on explore plusieurs sujets. Déjà, de quoi on parle quand on parle d'âge ? Qu'est-ce que ça recouvre vraiment ? Parce qu'en fait, c'est pas juste la date de naissance. On explore aussi ce qui se cache derrière ce grand panier des seniors, qu'on imagine en fait comme un groupe homogène alors qu'il ne l'est pas du tout. On regarde aussi en détail certains enjeux liés à l'âge comme la santé ou l'aidance, le combo agisme plus sexisme et ses conséquences économiques très concrètes et désastreuses pour les femmes. Et enfin, on explore aussi des pistes de solutions concrètes pour les entreprises pour améliorer la perception de l'âge et l'inclusion des seniors dans l'entreprise. Donc c'est tout un programme. Cet épisode du Tilt est sponsorisé et réalisé en partenariat avec Manpower Group Talent Solutions, qui accompagne depuis plus de 20 ans les entreprises et les talents face aux grandes mutations du marché de l'emploi. Leur mission ? Construire un monde du travail plus humain, plus inclusif et plus durable. Forcément, ça me parle. À travers leurs actions dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'inclusion, ils s'engagent à faire évoluer les pratiques et à créer des environnements où chacun peut trouver sa place, quel que soit son âge, son parcours ou sa situation. Alors autant vous dire que dans un moment de transformation comme celui que nous vivons actuellement, c'est un acteur particulièrement pertinent et éclairant. Bonne écoute! Bonjour Isabelle, bonjour Laetitia. Bonjour Léa. Bienvenue sur le Tilt. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à mon micro. Ensemble, on va s'intéresser à la perception de l'âge dans l'entreprise. Et puis, on zoomera sur les profils seniors plus spécifiquement et les enjeux propres à cette tranche d'âge dans les organisations.
Alors pourquoi un focus sur les seniors ? Parce qu'on est dans un marché de l'emploi qui est en tension. On l'a longuement évoqué dans l'épisode 113 du Tilt. Et on est aussi à un moment où la transition démographique, elle redéfinit la composition et les besoins des entreprises. Et en fait, la mise à l'écart ou alors les stéréotypes liés aux seniors, finalement, c'est très inadapté aux changements en cours en ce moment. Donc, l'objectif de notre discussion aujourd'hui, c'est d'interroger les biais qu'on a dans les organisations et partager des données chiffrées, des données sourcées pour qu'en fait, on puisse ouvrir une voie peut-être un peu plus fluide ou accessible pour celles et ceux qui nous écoutent à une culture du travail vraiment intergénérationnelle. Donc voilà, c'est notre programme du jour aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Isabelle, tu peux te présenter et Laetitia ensuite aussi, s'il te plaît? Alors bien sûr, donc Isabelle Brochu, je suis aujourd'hui directrice excellence opérationnelle au sein de Talent Solutions Manpower Group, donc la filiale conseil de Manpower Group. Et mon rôle aujourd'hui au sein de Talent Solutions, c'est d'inventer, de proposer à nos commanditaires, à nos clients, des solutions pour mieux accompagner leurs salariés, et notamment les seniors. Donc ça, c'est vraiment le propre de l'activité professionnelle. Et puis le sujet m'intéresse aussi parce que je suis senior, ça y est, maintenant, je suis rentrée dans les cases. Et puis je suis femme, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, Léa. Il y a un vrai sujet sur les seniors dans l'entreprise. Moi, je m'appelle Laetitia Vito, je suis autrice et conférencière sur les mutations du travail. Depuis une dizaine d'années, j'étudie les grandes transformations, parmi lesquelles on compte évidemment la transition démographique et son impact sur le travail. Et depuis 2-3 ans, je fais beaucoup de conférences sur ces sujets-là. Je viens de publier un livre qui s'appelle L'atout âge, 64 idées pour faire de la diversité des générations une force chez Erol, dans lequel il est question de tous ces sujets de démographie et de travail. Nous toutes, on a sûrement déjà entendu des stéréotypes liés à l'âge dans nos parcours professionnels. Est-ce que vous sauriez m'en donner peut-être un que vous avez croisé sur votre chemin ? Alors, un exemple, il y a quelques années, j'étais beaucoup dans le milieu des startups. Les années 2010, c'est vraiment des années incroyablement agistes à cet égard. Et dans le milieu des startups, on avait vraiment cette idée que quinquagénaire égale pas dynamique. Et donc, on ne recrutait vraiment délibérément pas des personnes. Alors, quand je dis quinquagénaire, je suis gentille, même des cadras, on n'en voulait pas. Et on entendait vraiment ça. Mais ils vont pas suivre, ils vont pas suivre le rythme, en fait, comme s'il y avait d'un côté des individus lents et rigides, et de l'autre, des jeunes dynamiques. Et c'était vraiment très ancré dans la culture. Et toi, Isabelle ? Alors moi, le stéréotype essentiel que je retiendrai, c'est les seniors, ils sont trop chers. Donc dans un monde où effectivement il y a beaucoup de réorganisation, de restructuration, certains seniors se retrouvent sur le marché de l'emploi et c'est généralement un des freins essentiels qu'on leur impose avant même d'envisager leurs compétences ou leur expertise qui va créer de la valeur au sein des entreprises. Mais alors du coup, là, on commence à parler d'âge, de comment ça s'insère dans les entreprises. Mais en fait, c'est quoi la notion d'âge ? Qu'est-ce que c'est, Laetitia ? C'est une question beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, parce que nous, on a envie de répondre tout de suite, j'ai tel âge, on fait une soustraction entre l'année actuelle, 2026, moins son année de naissance. Et ça, c'est l'âge chronologique. Or, l'âge chronologique, on ne le mesure que depuis qu'on a un état civil bien systématique, etc. Et auparavant, et puis dans d'autres dimensions de la société, il y a d'autres âges qui comptent. Ça va être l'âge social, ça va être l'âge professionnel, c'est-à-dire l'ancienneté qu'on a dans un métier ou l'ancienneté qu'on a dans une organisation, qui peut être différent de l'âge chronologique. Ça peut être l'âge biologique, c'est-à-dire l'âge de ces systèmes physiques, et il y a souvent des écarts, c'est-à-dire on peut avoir un âge biologique inférieur à son âge chronologique ou l'inverse. Et donc on voit qu'en fait c'est une pluralité de concepts et que c'est dans les écarts que se joue finalement dans les écarts que se jouent toutes les difficultés ou toutes les problématiques qui peuvent être intéressantes par rapport à l'âge. Et s'en tenir à l'âge chronologique, c'est bien trop limitatif, parce qu'autrefois, on s'intéressait au développement d'un enfant, et avant de massifier, et c'est positif, l'accès à l'éducation, par exemple, on s'intéressait pas aux années de naissance, on mettait pas tous les gens nés la même année dans un même sac. Donc, ça a permis des choses positives. Encore une fois, je crache pas dans la soupe. Vive l'école de la République. Mais il y a aussi une autre manière de penser qui est de regarder finalement qui es-tu, où en es-tu physiquement, mentalement. Et on a des rythmes très différents et des vies très différentes. Et donc, l'âge est polysémique.
On parlait en introduction des transformations démographiques à l'œuvre en France. On parle de quoi, en fait ? Alors, la transition démographique, c'est un phénomène de plusieurs siècles. C'est le fait qu'on a un allongement de la vie grâce à une grande amélioration des conditions d'hygiène de vie, notamment la création des égouts. Avant les progrès de la médecine, on a la création des égouts qui ont permis de sauver tout d'un coup énormément de vies et de plus avoir cette très très forte mortalité. Et peu à peu, donc au début, il y a une très forte allongement de la vie, donc baisse de la mortalité, et puis petit à petit, une baisse de la natalité qui s'est faite avec l'industrialisation du pays et l'urbanisation, avec l'exode rural. Et donc, on a une grosse augmentation de la population. C'est ça, la transition démographique, c'est une phase où on a une grosse augmentation de la population. Et dans la dernière phase de la transition démographique, celle dans laquelle on a une chute encore plus forte du taux de natalité, et qui est vraiment mondiale maintenant, et une mortalité qui va finir par même dépasser la natalité. C'est-à-dire que depuis... en 2025, pour la première fois en France, il y a eu plus de décès que de naissances. Donc, on est vraiment à la fin de cette transition démographique. Et donc, on a un phénomène de vieillissement très fort de la population parce que, et c'est positif, les gens vivent plus longtemps. Donc, on a plus de personnes âgées. Il y a moins de naissances, donc il y a moins de jeunes. La proportion des cohortes dans la population totale change. Et ça a un impact beaucoup plus fort qu'on ne croit sur le monde du travail parce que non seulement on va avoir évidemment de plus en plus de personnes plus âgées. Pour rappel, l'âge médian en France, il est déjà quasiment à 45 ans. Quasiment, on n'est pas tout à fait, mais presque à 45 ans. Et ça, c'est l'âge médian de la population. Et petit à petit, ça va monter. Et la part des plus de 45 ans dans la population active va augmenter de manière très forte aussi. On estime que d'ici une bonne dizaine d'années, on aura un tiers de la population active qui va avoir plus de 50 ans. Donc ça, évidemment, ça change beaucoup de choses et que tant qu'on n'est pas capable de les valoriser ou d'avoir des carrières qui durent, on va avoir un gros problème. Donc c'est ça, vieillissement par des personnes plus âgées qui augmentent. Les cohortes qui augmentent le plus dans la population active, elles ont notamment entre 60 et 68 ans. Et on n'imagine pas encore aujourd'hui que les sexagénaires sont des actifs. Or, de plus en plus, c'est vers ça qu'on va. On a beaucoup plus de quinquagénaires, on a beaucoup de quadragénaires, on a encore beaucoup de trentenaires aussi. On a beaucoup de vingtenaires maintenant, même si on aura très peu de vingtenaires dans 20 ans. Mais on a beaucoup de vingtenaires maintenant, ce qui veut dire qu'on a une très grande diversité des âges. Une diversité des âges qu'on n'a pas connue dans l'histoire et qui nous questionne sur des sujets de diversité, c'est-à-dire comment on transmet, comment on valorise, comment on apprend les uns des autres et comment on installe et on construit des carrières qui peuvent être valorisé sur la durée. Parce que si on travaille 50 ans, il va falloir que ce soit possible et valorisé de travailler 50 ans. Et pour l'instant, il y a plein de gros chantiers sur ce thème-là. Et du coup, Isabelle, c'est quoi concrètement comment ça se traduit concrètement dans les organisations ? Alors aujourd'hui, la transition démographique a un impact réel, très concret dans les entreprises. Juste à titre d'exemple, dans certains secteurs d'activité, plus de 30% des collaborateurs qui occupent des postes stratégiques, donc des personnes qui ont une vision pour l'entreprise, qui sont des leaders, ont plus de 50 ans. Voilà, donc plus de 30%, donc dans des secteurs vraiment essentiels pour l'économie française. Donc, ce vieillissement des effectifs, au-delà effectivement du concept, on dit « Ah oui, les démographes nous disent que c'est une réalité aujourd'hui opérationnelle des entreprises et il faut l'intégrer et le prendre en compte. » Ce vieillissement des effectifs, il a un autre effet au sein des organisations aujourd'hui, c'est l'allongement des carrières. Voilà, exactement ce que tu disais, les carrières durent plus longtemps. Donc on sort effectivement du triptyque formation, emploi, retraite, et puis hop, à 60 ans, je passe à autre chose et j'ai une utilité pour la société, mais je sors du monde du travail. Mais je pense que là, on est vraiment à l'aube d'une véritable révolution démographique au sein des entreprises. Et des grands groupes ont déjà pris la mesure et mettent en place des dispositifs qui peuvent être, par exemple, la systématisation de groupes de travail intergénérationnels, parler de la transmission, une population qui vieillit, des actifs qui vieillissent et un allongement de la carrière. Pour l'entreprise, du point de vue de l'entreprise et de son efficacité, de sa performance, il y a un sujet, c'est essentiel, c'est comment je peux garantir de sécuriser la transmission des savoirs, la transmission de l'expertise, sans perte, tout en garantissant, et ça c'est le mouton à 5 pattes, tout en garantissant que l'entreprise reste innovante,
et continuer à augmenter sa valeur. J'allais te demander justement comment est-ce qu'on fait. Du coup, tu parlais d'équipes qui sont consciemment créées avec de l'intergénérationnel et différentes tranches de la population. Il y a différents types de dispositifs. Il y a des entreprises, des grands groupes. On a Orange, par exemple, on a L'Oréal, qui sont très proactifs sur le sujet, qui vont créer des dispositifs, par exemple des binômes junior-senior, qui vont systématiser en fait la constitution d'équipes projets intergénérationnelles. Si on parle de Talent Solutions Manpower Group, nous travaillons toujours avec nos clients en mode projet. Le mode projet, c'est un outil de travail absolument fabuleux justement pour développer l'intergénération, puisqu'on va aller chercher les compétences dont on a besoin, et pas effectivement une catégorie d'âge ou un statut. Donc aujourd'hui, les dispositifs, ils sont à la fois l'intergénérationnalité, la mise en place d'agilité au niveau des carrières. Je pense qu'on passe aussi d'un modèle très linéaire. J'ai tant d'expérience, j'accède à des postes de management ou des postes de leader, mais je peux aussi, pourquoi pas, rebasculer sur un poste d'expert ou une mission d'expert dans un cas bien précis pour un sujet particulier. Et ça, aujourd'hui, on travaille avec nos clients sur cette construction on ne doit pas rester sur un poste ou un statut définitif. Quand on est un senior, j'aime pas trop l'étiquette, mais on va garder cette étiquette. On peut continuer à contribuer à la puissance de l'entreprise et à sa valeur ajoutée en changeant de poste et en changeant de mission. Et ça, je pense que c'est une des clés essentielles et c'est une des petites révolutions à mener au sein des entreprises aujourd'hui. Il y a 2 points sur lesquels j'aimerais rebondir. Tu disais, tu parlais des seniors, mais en fait, les seniors, c'est pas un groupe homogène. De quoi est composée cette c'est toujours la limite de la catégorie et de la généralisation. Aujourd'hui, quand on parle de seniors, ça recouvre effectivement des réalités extrêmement différentes. Bon, catégorie d'âge. Un salarié de 50-55 ans n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes contraintes qu'un salarié de 62-64 ans. Le terme est ambigu. Le terme de senior, selon qui l'utilise, c'est-à-dire que quand on est dans le domaine des politiques publiques, on a la tranche 55-64 ans pour l'INSEE, mais en entreprise, on parle de senior dès 45 ans. Et puis, quand on a des binômes junior-senior par rapport à un métier, c'est-à-dire une expertise métier, en fait, on peut être le senior de quelqu'un à 32 ans. Donc, en fait, c'est un terme qui est là aussi très polysémique. C'est un peu comme le mot âge. Senior, c'est toujours en opposition à quelque chose. Donc, finalement, on peut être senior entre 30 ans et 90 ans, puisqu'on parle aussi de senior à propos des inactifs retraités et des personnes dans les EHPAD, là aussi dans les policiers. Donc, c'est très, très ambigu. Et c'est vrai que dans l'entreprise, donc on a un prisme plutôt âge, c'est les règles à partir de 45 ans, on est effectivement étiqueté senior. Et je pense que cette réalité des seniors, elle est liée aussi au statut dans l'entreprise. Clairement, les cadres aujourd'hui expriment, en termes de motivation, à poursuivre leur carrière, au-delà de la retraite, sur une motivation liée au plaisir. Alors, ce qui n'enlève rien à la difficulté des postes et des missions, mais cette notion de plaisir, on ne la retrouve pas du tout dans des populations ouvrières, employées, où là, la nécessité de poursuivre au-delà de l'âge légal de la retraite, il est lié à des obligations financières et économiques. Est-ce que j'ai ou pas la possibilité de prendre ma retraite à taux plein ? Si ce n'est pas le cas, il faut que je continue à travailler. Et ça n'est pas une partie de plaisir, et c'est une obligation. Donc, cette population senior, elle est très diversifiée dans ses besoins, elle est très diversifiée dans ses contraintes. Je pense que la solution, et en tout cas ce qui commence à se mettre en place, c'est véritablement une prise en charge individualisée et personnelle de chaque cas, de chaque senior, entre guillemets, au sein de l'entreprise. Et ça, c'est un effort conséquent qui doit être mené par les entreprises, mais qui va être payant au bout du compte. Il y a un dernier élément qui me paraît extrêmement important aussi sur cette catégorie senior, et on peut aller jusqu'à 90 ans, c'est la question de la santé. On sait très bien que, en fonction du métier qu'on a exercé, la santé va très vite, très tôt dans la carrière, constituer un obstacle au maintien de l'employabilité. Et ça, je pense que c'est un sujet aussi qui est extrêmement important, dont on ne mesure pas aujourd'hui, évidemment, l'impact, parce que la société vieillit, mais doucement, mais sûrement. Et
on a ici et là des expérimentations au sein des entreprises qui sont assez intéressantes, d'accompagnement spécifique de salariés qui ont exercé des métiers qui sont physiquement éprouvants, hein, et qui leur permettent de construire un projet pour rester au sein de l'entreprise ou pour rester dans le secteur d'activité, pour effectivement exercer un métier moins éprouvant physiquement, mais qui continue à profiter à l'entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi une des clés, en fait, au sein des entreprises pour maintenir cette performance économique et cette productivité en faisant toujours du sur-mesure et de l'individuel. Alors, je pense que là encore, il faut qu'il y ait une appropriation de tous les parties prenantes à ces sujets pour qu'on puisse passer, effectivement, un palier. Vous voyez, on a parlé du greenwashing, par exemple, souvent sur les questions de développement durable et d'écologie. Je pense qu'il faut aussi qu'on dépasse le senior washing, où les entreprises font des grandes déclarations, signent effectivement beaucoup de conventions, d'engagements. Là, aujourd'hui, il faut qu'on bascule effectivement sur la mise en action de ces dispositifs qui sont très importants. Est-ce que toi, Laetitia, au cours de tes recherches pour écrire L'Atouage, la question de la santé dans la transition démographique, ça a été central ou... C'est une question absolument centrale. Hein. Isabelle l'a bien dit. En fait, ça se mesure ou ça se mesure mal, mais avec un indicateur en particulier qu'on voit au niveau de la société, qui est le nombre de personnes qui sont ni en emploi ni en retraite. Hein, le sigle NER, on le voit circuler beaucoup plus. À partir de 55 ans, plus d'une personne sur 6 sont ni en emploi ni en retraite, ce qui est énorme. Et le sujet de santé, il est central. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont en effet avoir développé des troubles musculo-squelettiques qui les empêchent de continuer, être usés psychiquement, ça peut être une usure mentale, psychique, hein, avec des sujets de santé mentale qui sont de plus en plus importants. Ça peut être des sujets d'aidance, donc c'est la santé d'un proche ou d'un conjoint, voilà, d'un parent, d'un conjoint, etc., qui fait que on est basculé, on a quitté son emploi et on n'arrive pas à y revenir, par exemple après le décès d'un parent. Parce qu'on veut plus de vous, parce que vous avez un trou de 3 ans, ou de 4 ans, ou de 5 ans, ça y est, c'est fini. Donc, il y a plein de cas de figure différents qui font qu'à un moment, vous allez être écarté. Et la santé, c'est vraiment un facteur central dans les raisons pour lesquelles vous allez être écarté. Donc, que ce soit votre santé à vous ou celle d'un proche, c'est la raison pour laquelle vous n'allez plus travailler. Et ensuite, on ne vous récupère pas. Et c'est ça le plus grand gaspillage auquel on fait face aujourd'hui dans la société. Et c'est aussi la plus grande opportunité, parce que c'est là qu'on trouve les gens qui, pour certains en tout cas, voudraient travailler et ne travaillent pas. Et quand on va faire face à des manques de main-d'œuvre importants dans les décennies à venir, c'est là qu'on va les trouver. Les gens qui ont une force qui n'est pas utilisée et valorisée. Ah, tout à fait. Et notre rôle aussi, en tant que employeur, en tant que effectivement cabinet qui intervient auprès de nos clients, c'est de faire en sorte que ces gens qui sont un petit peu laissés sur le bord du chemin puissent reconstruire effectivement une employabilité, alors de façon très réaliste et pragmatique, en tenant compte de leurs contraintes, et effectivement en faisant le lien aussi avec le besoin des entreprises. Il y a 2 sujets, il y a je suis senior, j'ai perdu mon emploi pour toutes les raisons que tu as expliquées. Il faut que je revienne sur le marché du travail. Très compliqué, les chiffres sont têtus. Hein. Pour les demandeurs d'emploi qui ont plus de 12 mois d'inscription et donc d'inactivité, donc 0 journée travaillée depuis 12 mois, on voit bien que l'âge, les plus de 50 ans, sont majoritaires. Donc, c'est un sujet économique, mais sociétal également. Et puis, on a aussi le sujet du maintien, en fait, de l'emploi des seniors quand ils sont en poste. Et ça, je pense que c'est les 2 clés. Alors, plus on travaillera sur le maintien de l'employabilité des seniors en entreprise, plus on évitera effectivement ce gâchis de ces personnes qui sont ni en emploi, ni en formation, ni en reconversion, et qui ne retrouvent pas leur place au sein de la société, alors même qu'ils pourraient contribuer effectivement à l'économie et à la réussite des entreprises. Donc ça, je pense que c'est aussi un sujet extrêmement important. Et la santé, tu parlais de la santé mentale. Alors ça a été déclaré grande cause nationale. Je pense que ce sujet de la santé mentale, elle doit être aussi au cœur des dispositifs et au cœur des actions qu'on peut proposer aux entreprises, mais aussi à tous les acteurs de l'emploi et de la formation.
Et du coup, Isabelle, quand vous avez une entreprise qui vient vers vous et qu'elle, justement, elle se pose des questions sur l'impact de la transition démographique dans sa composition de ses travailleurs, comment est-ce que vous leur expliquez les impacts concrets de cette transition démographique sur la population active, pas forcément que chez eux, mais de manière plus globale? Aujourd'hui, la génération X, donc ceux qui sont nés entre 1965 et 1980, pour faire très, très large, représente 40% des actifs à peu près. D'ici 2030, ça tombera à 20%. Donc, cette génération, elle a accumulé de l'expertise, du savoir-faire. Donc, derrière, il y a les générations millennials et les générations Z, mais qui sont moins nombreuses. Donc, on a un effet dans les entreprises d'une population active qui se réduit et la part des seniors qui devient extrêmement importante. Donc, ce que nous proposons dans nos accompagnements aux entreprises et les points d'alerte sur lesquels on travaille avec eux, c'est d'identifier les compétences stratégiques, les compétences clés dont ils ont besoin. Alors, pas dans 5 ans, mais dans 10, 15 ans, 20 ans. On est vraiment dans de la prospective, se dire, OK, je me pose et dans 20 ans, de quoi j'aurai besoin? Et aujourd'hui, on voit très bien que les entreprises sont tout à fait à l'écoute, ont une conscience qui devient vraiment très forte de ces sujets, mais n'ont pas encore trouvé un dispositif ou un process qui permettrait d'industrialiser en fait cette prise en charge. Donc on a aujourd'hui plusieurs dispositifs qui sont extrêmement intéressants. On parle du conseil en évolution professionnelle. Donc qu'est-ce que c'est que le conseil en évolution professionnelle? C'est un service public gratuit, accessible à tous les actifs, et y compris les seniors, bien évidemment, et qui leur permet à la fois, en dehors de la relation avec l'entreprise, et ça, je pense que c'est très important, de se poser et de se dire, à tout âge, de bénéficier de ce service gratuit de conseil à la carrière professionnelle. Je fais un point, je me pose, j'identifie mes compétences, je réfléchis à un projet sur les 5 ans ou les 10 ans qui me restent à travailler, et je construis avec mon conseiller un véritable plan d'action en allant chercher, si besoin, les financements nécessaires à la reconversion et à la formation. Et le senior, en utilisant et en mobilisant le conseil en évolution professionnelle, peut revenir vers son entreprise avec un projet construit, un plan d'action qui s'intègre évidemment dans les objectifs, la stratégie de l'entreprise, et qui fait du senior véritablement un acteur de sa fin de carrière. Et ça, je pense que c'est absolument indispensable. On parle beaucoup de que doit faire l'État, que doit faire l'entreprise. Je pense qu'on oublie aussi d'interpeller aussi les seniors pour leur dire, vous avez toutes les compétences, vous avez toute la force en vous pour construire votre projet et pour être le maître, en fait, de la fin de votre carrière. Aujourd'hui, grâce à la loi d'octobre 2025, les entreprises peuvent aussi mettre en place des dispositifs un peu innovants. Donc, c'est le fameux CVE, le contrat de la valorisation d'expérience, qui est un outil absolument fabuleux pour gérer justement sa fin de carrière et qui peut permettre, on est un peu technique, mais c'est du pragmatique, qui peut permettre effectivement à un senior qui est inscrit, par exemple, comme demandeur d'emploi, à 60 ans, prenons un cas vraiment très typique, d'avoir un contrat dans une entreprise qui lui permet effectivement de par exemple, travailler pour atteindre son taux plein à la retraite et partir dans 5 ans avec une retraite décente, parce qu'on n'a pas parlé de la dimension économique et financière, mais c'est un sujet extrêmement intéressant aussi, très puissant, et de pouvoir articuler ces financements en prenant, par exemple, un temps partiel, cumulé avec les indemnités, ses droits à la retraite, pour pouvoir continuer à travailler. Une retraite progressive. Exactement. Et ça, c'est absolument génial. Alors, puisque ça permet aux seniors soit de revenir en entreprise, soit effectivement dans le cadre de la retraite progressive, de continuer à travailler, de contribuer à la richesse de l'entreprise en prenant en compte ses contraintes personnelles. Dans les années qui viennent, ça va être, voyez, un dispositif qui va devenir quelque chose d'industriel, d'automatisé et un recours systématique pour garantir le maintien des seniors ou pour
permettre aux seniors de revenir en entreprise. Et voilà ce qu'on explique à nos clients pour leur permettre de trouver des solutions. Je trouve que ce que tu dis là, Isabelle, c'est aussi très lié au changement de paradigme des carrières dont on va parler juste après. Pour clôturer peut-être le cadre qu'on vient de poser là sur notre discussion, Laetitia, comment est-ce que tu résumerais, en gros, comment les profils seniors pâtissent de ce contexte-là aujourd'hui dans leur trajectoire professionnelle? En fait, ce qu'on voit, c'est que déjà, la notion de fin de carrière devient très floue parce que si on est senior à 45 ans, en fait, on a fait moins de la moitié de sa carrière. Donc, appeler fin une durée qui est plus longue que la moitié, ça paraît un peu aberrant. Et puis, comme Isabelle a souligné aussi, en fait, le basculement de l'activité à l'inactivité devient de plus en plus hybride avec des dispositifs comme la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, l'entrepreneuriat des seniors qui créent une entreprise pour justement continuer à travailler très longtemps, même si ça ne représente pas forcément la totalité de leurs revenus, parce qu'ils touchent déjà une retraite. Enfin bref, donc en fait, on voit que ça se complexifie et ça se fragmente énormément, et on reste prisonnier de ce schéma en 3 phases, là, et puis de cette idée de la linéarité. Et le piège pour les personnes à partir de la fin de la quarantaine, parfois même dès le début de la quarantaine, c'est-à-dire quand on est encore jeune, c'est que les employeurs, c'est que le marché du travail voit comme aberrant, comme anormal de sortir de cette linéarité ou de ne pas rentrer dans les cases. Et donc, en fait, c'est bien un symptôme que ça va mal, le fait que tout le monde se dise atypique. Beaucoup de gens se disent atypiques. Mais moi, je suis atypique, ma carrière est atypique, mon profil est atypique. Ça montre bien qu'il y a un décalage entre la carrière qu'on a réussi à construire, comme on a pu et comme on a voulu, et puis la perception du marché. Et donc, pour les personnes qui sortent du droit chemin, entre guillemets, les difficultés s'accumulent, en fait. C'est-à-dire, les trous dans le CV vont être perçus comme négatifs par les employeurs, le fait d'avoir eu des reconversions, des parcours chaotiques, etc., on voit qu'on a de plus en plus de mal à le valoriser, et on se heurte à un agisme très fort, indécrottable et extrêmement pénalisant, en particulier, encore plus fortement pour les femmes que pour les hommes, et ça se mesure par des chiffres économiques, par des réalités économiques. Justement, c'est une question que j'avais pour chacune de vous. Effectivement, quand on combine agisme et sexisme, c'est quoi les conséquences pour les femmes ? C'est un combo vraiment toxique et c'est un poison pur. J'ai rédigé récemment une note pour la Fondation des femmes qui s'appelle Le coût de la seniorité des femmes, et qui montre, alors il s'est intéressé avec les chiffres de l'INSEE sur les tranches entre 40 et 60, enfin sur les individus entre 40 et 60 ans, on a comparé les revenus et on a vu que les femmes entre 40 et 60 ans perdent 157 246 € en moyenne. Pour l'ensemble des hommes et des femmes en France. Donc, c'est énorme. Chaque anniversaire fêté, une femme perd 8 000 €. Voilà, ce chiffre, il a beaucoup buzzé parce qu'il fait mal. C'est la double peine, en fait. C'est vraiment la double peine, et qu'on imagine souvent que, on a beaucoup parlé du coût de la maternité. Et en fait, ce coût de la maternité n'est que le début. Et qu'en fait, ça s'accumule pour arriver, alors pour le coup, en fin de carrière, ou en tout cas au moment où on veut toucher la retraite. C'est pas forcément la fin de la carrière, le moment où on touche de la retraite, puisqu'on a bien vu, ça se devient plus hybride. Mais en tout cas, au moment où on touche la retraite, des écarts entre les hommes et les femmes sur les pensions de droit direct qui atteignent quasiment 40%, 39%. Donc, on voit qu'effectivement, ça a un effet cumulatif. Donc, le coût de la seniorité pour les femmes, il est beaucoup plus fort. Aussi parce que, la combinaison entre sexisme et agisme fait très mal. Et parce que les sacrifices qui ont été faits dans la vie, en fait, pour aider, c'est d'abord pour prendre soin de ses enfants quand on en a, pour aider les proches, en fait, ça s'accumule, et on vous le fait payer plusieurs fois. On vous le fait payer d'abord parce que vous n'avez pas de revenus quand vous occupez d'un proche gratuitement, et ensuite parce qu'on ne veut pas de vous sur le marché du travail parce que vous avez un trou dans le CV. C'est une espèce de double, de triple peine qui fait que les emplois qu'on finit par retrouver sont les emplois du plancher collant. Alors, le plancher collant, vous connaissez le plafond de verre, mais il y a aussi le plancher collant. Le plancher collant, c'est les emplois qui sont payés au SMIC, et dont vous ne décollez pas et dont vous ne décollerez plus. Et vous êtes sûr de trouver un emploi si vous êtes physiquement capable. C'est-à-dire que salarié en EHPAD, on vous prend. À 50 ans, on vous prend. Mais ça paye pas. Ça paye très mal, en tout cas. Faire du ménage, on vous prend aussi. Il y a des emplois où il y a des tas de secteurs dans lesquels les besoins de recrutement sont tellement importants qu'on prend tout le monde. Tout le monde qui est capable, qui est valide. On vous prend. Simplement, n'espérez pas avoir des progressions de carrière et des évolutions.
Donc, c'est ça le plancher collant. C'est ces femmes qui ont peut-être eu un début de carrière où la courbe montait, on va dire, en termes de revenus, de promotion, etc. Ensuite, maternité, danse, etc. Elles stagnent, voire elles restent complètement collées au plancher collant, voilà, avec des rémunérations de carrière qui progressent pas. Et donc, c'est des emplois qui payent mal et où les conditions de travail sont souvent difficiles. Donc, on peut avoir un phénomène d'usure et être contrainte non seulement de rester au SMIC, mais même d'être à temps partiel parce que c'est trop dur de faire un temps complet parce qu'on a eu plusieurs années dans un emploi difficile et on ne peut continuer à travailler qu'à temps partiel. Et il va sans dire qu'un temps partiel au SMIC, ça fait pas grand-chose comme revenu. Et ça crée de la précarité. Voilà. Beaucoup de précarité. Et du coup, tu parlais de double peine. Il y a la double invisibilité aussi des femmes. Invisible dans les process de recrutement à partir d'un certain âge, et puis invisible dans les process de promotion à partir d'un certain niveau dans l'entreprise. Donc là, on rejoint le plafond de verre. Très intéressant. Je vous propose qu'on parle aussi de ce changement de paradigme des carrières qu'on a finalement évoqué tout au long de notre discussion. Effectivement, vous le disiez toutes les deux tout à l'heure, on a évolué avec cette idée de la vie professionnelle en 3 temps qui est héritée de l'ère industrielle. Donc les études, le travail, puis la retraite. Aujourd'hui, les transformations du travail, en fait, elles amènent à cette fameuse carrière multi-étapes qui n'est plus seulement en 3 temps. Ça ressemble à quoi une carrière aujourd'hui, Isabelle ? Alors aujourd'hui, une carrière, elle peut s'organiser autour de 3 grandes dimensions. La mobilité interne-externe. Voilà. Donc, je peux, moi, être mobile au sein d'une entreprise ou d'une organisation. Je peux changer de poste, je peux changer de mission. Je peux me prendre un projet et puis être directrice ou chef de projet pendant 6 mois et revenir à mon poste. Ça, c'est la première mobilité interne qui est extrêmement importante, qui, je vais quand même être très honnête, est quand même réservée à des organisations plutôt type grand groupe sur des postes de cadre. Mais je pense que ce serait aussi extrêmement intéressant de pouvoir le développer au sein des TPE, PME, parce que ça permet effectivement de maintenir l'employabilité. Je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est très très importante, c'est la dimension de l'apprentissage continu. On parlait tout à l'heure du linéaire. Je suis en formation, je rentre en poste, je prends ma retraite. Aujourd'hui, on apprend tout au long de la vie. Il y a la loi pour la formation professionnelle tout au long de la vie qui a été portée très fort par le gouvernement. Et c'est une très bonne chose. Et il faut effectivement pouvoir avoir la possibilité d'être accompagné, bilan de compétences, conseil en évolution professionnelle pour se remettre en question, dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour continuer à être performant et à être un salarié qui va trouver toute sa place dans l'entreprise, quel que soit son âge et quel que soit son sexe, puisqu'on parlait de double peine pour les femmes. Et puis je pense qu'il y a aussi une autre dimension qui est très sociétale, c'est le fait d'avoir des expériences plurielles. On avait, il y a encore quelques années, une vision très le salariat, point barre. Aujourd'hui, on a mobilité interne, mobilité externe. Je peux être salarié, demain je peux être freelance, je peux revenir salarié. Je me forme tout au long de la vie. Et puis je peux aussi m'enrichir d'expériences plurielles. Congé sabbatique, par exemple. Je pars, voyage à l'étranger, mobilisation sur un projet associatif ou humanitaire. Et je reviens plus fort et beaucoup plus riche, en fait, de cette expérience. Et ça, aujourd'hui, je pense que ce combo, ces 3 dimensions, participe effectivement à l'acceptation d'une forme de prise de risque. En tout cas, en France, on considère encore que les carrières hybrides sont une forme de risque. Et ça, je pense qu'on est en train, de toute façon, nous, la société, de l'accepter et d'en faire une vraie proposition de valeur. Une société où on va expérimenter, on va essayer, et puis on revient. La dimension très innovatrice aussi de cette approche, puisque l'innovation, c'est par principe le fait d'essayer, de tester. Si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça fonctionne pas, ok, j'en tire un enseignement et je reviens plus fort. Et ça, je pense que cette dimension hybride des carrières, elle commence vraiment à s'installer dans les états d'esprit. Je voulais rebondir sur la notion de travail en mode projet. Tu l'as évoqué plus tôt aussi dans notre discussion. Moi, ça m'évoque les profils de contributeurs individuels qu'on voit beaucoup dans la tech, qui finalement... j'ai l'impression que ça a été un mode de travail dans ce secteur-là qui a toujours été plébiscité.
comment est-ce qu'on promeut, on acculture les entreprises à justement valoriser aussi les profils de contributeurs individuels sur différents types de compétences? Alors, on les acculture en leur expliquant exactement en quoi consiste le mode agile. Le mode agile, par essence, il est en adaptation permanente, en remise en question permanente, dans le sens positif du terme. Hein. Qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je pourrais en faire encore mieux si j'avais la formation, les compétences, etc., etc. Donc, cette méthode agile, et ce mode projet, sont vraiment extrêmement puissants en entreprise, puisqu'elles obligent à se remettre en question et à envisager chaque dossier, chaque projet de l'entreprise dans une perspective de quelles compétences j'ai besoin pour réussir, de quel expert j'ai besoin pour réussir et pour être meilleur, par exemple, que mes concurrents. Et je pense que c'est aussi une des clés, en fait, de notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on se recentre bien sur la compétence de la personne et on va chercher cette compétence pour l'intégrer dans un groupe de travail. Je trouve que dans le sujet aussi de l'hybridation des carrières, il y a un sujet central dont on n'a peut-être pas encore beaucoup parlé aujourd'hui, c'est celui du sens qu'on met dans le travail, que tu as quand même creusé dans ton ouvrage Du labeur à l'ouvrage, Laetitia. Est-ce qu'on a un retour, je ne sais pas si c'est un retour, mais la question de la quête de sens est finalement plus centrale aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quelque temps? Elle est devenue un peu tarte à la crème, hein, cette question de la quête de sens. Il y a quelques années, quand on parlait de quête de sens, on parlait beaucoup des jeunes diplômés notamment, qui faisaient des grands discours sur le fait qu'ils voulaient pas travailler dans des grands groupes qui détruisent la planète, etc. Et c'est un peu à ça qu'on la résumait, comme si c'était vraiment une question tout d'un coup de sens, au sens avec un grand S, au sens planète, espèce, etc. Alors qu'en fait, c'est souvent beaucoup plus prosaïque que ça. C'est-à-dire que ce qu'on observe, c'est un désalignement croissant entre les contraintes du travail et les contreparties du travail. Si je résume, avant, on avait un package d'un emploi qui avait toutes ces contraintes, hein, contraintes d'horaire, contraintes de lieu, etc. Les 3-8, le trajet pour aller au travail, la subordination, les tâches répétitives, hein, toutes les contraintes. Et puis, on avait un package économique qui pouvait te donner une forme de stabilité, une protection sociale, une retraite, l'accès au logement, parce qu'avec la fiche de paye, tu as accès au logement, enfin, tout un tas de trucs qui faisaient un alignement économique et qui fait qu'on accepte les contraintes. Or, il y a beaucoup de choses qui sont désalignées aujourd'hui. Les retraites, on va pas en reparler, mais on sait que ça baisse, voilà. Donc, pour chaque génération, il y en a moins. La protection sociale, ça se dégrade. L'accès à la santé, ça se dégrade. Et en particulier, il y a ce goulot d'étranglement majeur du logement qui fait que, avec toutes les contraintes, et si on peut même pas se loger, on prend pas. Donc on a ces phrases du type « les jeunes veulent pas travailler », qui est complètement aberrant, parce que ça n'est pas ça. C'est pas une question de sens, c'est une question d'alignement ou de désalignement économique. Ceci étant dit, si sens il y a ou quête de sens il y a, moi j'ai une conviction, c'est que ce ne sont pas les jeunes qui ont ça chevillé au corps, puisqu'ils ne savent pas encore ce qu'est le travail. Ils n'ont pas encore fait cette expérience-là. Ceux qui en ont fait l'expérience parfois douloureuse, ce sont, on va dire, des quinquagénaires qui se sont pris des claques dans la figure, et notamment des femmes de plus de 50 ans, et qui, elles, sont en reconversion avec une logique de quête de sens qui est très très forte, parce qu'elles ont déjà éprouvé sur le terrain et dans leur vie active. Donc c'est peut-être elles la boussole, on va peut-être même dire des femmes de 60 ans, hein, parce que pourquoi pas, qui ont le plus la quête de sens chevillée au corps. Il y a une équation qui semble insoluble sur le papier dont je voulais parler aussi avec vous aujourd'hui. Donc, on l'a dit, on l'a répété, l'âge du départ à la retraite tend à être reculé. Tu disais à l'instant, Laetitia, que plus on avance, moins il y a de retraite. Mais effectivement, les entreprises, elles se ruent pas sur les profils seniors pour toutes les barrières qu'on a évoquées aujourd'hui. Quelles sont les pistes concrètes, finalement, pour avancer vers la résolution de cette équation-là, Isabelle? Alors, je pense qu'on peut identifier, on va dire, 3 leviers. Le premier levier, c'est la sensibilisation des recruteurs eux-mêmes à la question de l'âge. Alors évidemment, aujourd'hui, la loi impose une non-discrimination dans le recrutement. Ça, tout le monde est d'accord, tous les cabinets l'appliquent, et ça va de soi. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilisation, beaucoup de formation à mettre en place pour déverrouiller, en fait, ces biais. Très important.
travailler aussi sur la mise en avant de la compétence. Voilà. C'est pas parce que j'ai 55 ans que j'ai perdu mes compétences. Bien au contraire. Les soft skills, aujourd'hui, tu parlais effectivement des secteurs où il y a tellement de besoins qu'on recrute qui veut bien travailler. C'est aussi une opportunité, clairement. Hein, quand on n'a pas les compétences techniques attendues, mais qu'on a tous les savoir-être. Et les seniors, excusez-moi de la tarte à la crème, ont souvent, du fait de leur expérience, acquis des savoir-être intéressants pour travailler en entreprise. C'est une opportunité et il faut aller chercher ça. Ça, c'est le premier levier qui me paraît important, c'est de sensibiliser, former les gens qui recrutent. Bon, alors une fois qu'on s'est dit ça, c'est formidable, mais je pense qu'on a aussi un levier de communication inclusive. Pas de la communication pour faire joli, mais de la communication qui permet de prendre conscience que l'intergénérationnalité, la diversité générationnelle, est la norme qui va être la nôtre dans les 30 ans qui viennent. Donc, parlons-en. Le deuxième levier, c'est adapter les conditions de travail. Si j'ai 58 ans et que j'ai des problèmes de santé, je ne peux pas travailler comme quelqu'un qui a 30 ans et qui n'a pas de problème de santé. Et pour autant, je peux contribuer. La flexibilité des conditions de travail, je n'ai pas dit la précarité, la flexibilité et l'adaptation des conditions de travail est la clé aussi du maintien de l'employabilité. Et ça, c'est exigeant, mais ça permet aux entreprises de continuer à maintenir leurs seniors. Le troisième levier, on a parlé de la loi de 2025, la loi d'octobre 2025, et de tous les dispositifs qui sont aujourd'hui pas assez pris en main par les entreprises et les partenaires sociaux. On a des grands groupes qui mettent en place des plans seniors, mais ça reste effectivement au niveau des grands groupes. Le tissu économique français aujourd'hui, il est quand même essentiellement constitué de TPE, PME, quelques belles ETI, mais c'est vraiment au sein des PME qu'il va falloir effectivement travailler avec les dirigeants des entreprises pour mettre en place ce maintien de l'employabilité des seniors, cette agilité, cette flexibilité des conditions de travail et de la fin de carrière. Ça, je pense que c'est vraiment les 3 leviers essentiels. Vous voyez, à la fois de la communication, de l'appropriation, de la sensibilisation, et puis des dispositifs qui doivent être plus incitatifs et qui doivent se simplifier aussi. Je pense que ça, c'est très important. Tu parlais effectivement d'avoir des supports de communication qui parlent de ça, etc. Ça m'évoque le mouvement NOLD, Never Hold, de Anne-Thévenet Abitbol, qui est directrice innovation, je crois, chez Danone. J'avais une question pour toi, Laetitia. Effectivement, Isabelle, tu viens de nous dire, effectivement, il y a des leviers pour pouvoir avancer sur ces sujets. Et toi, Laetitia, juste avant, tu nous parlais de ce fameux contrat social employeur-employé qui a été extrêmement challengé et qui est complètement revisité en ce moment en reconstruction. Ça peut être quoi des pistes pour justement redéfinir ce contrat social vers un format peut-être plus vertueux pour cette problématique intergénérationnelle? En fait, c'est retrouver cet équilibre, cet alignement entre les contraintes et les contreparties en identifiant quels sont les points bloquants. Et les points bloquants, quand, par exemple, la retraite se dégrade et que les contraintes sont importantes et qu'on n'arrive pas à durer sur la durée, c'est créer des conditions de travail moins contraignantes, par exemple. Or, sur ce volet-là, finalement, on impose des conditions de travail contraignantes à beaucoup de gens. C'est intéressant d'avoir des comparaisons internationales parce que souvent, on dit « Oh, les seniors en France, ils travaillent moins qu'en Allemagne, qu'au Danemark, etc. » On dit « Oh, les Danois, ils viennent de reculer l'âge de la retraite à 70 ans. Oh là là !» Ou bien, quand on regarde le taux d'activité des plus de 65 ans en Allemagne, il est beaucoup plus fort qu'en France. Oui, mais ils travaillent que quelques heures par semaine. Oui, comparaison n'est pas raison. Voilà, il y a énormément de temps partiel. Et en France, on n'a pas su imaginer des temps partiels qui fonctionnent. Parce que le temps partiel, ça paupérise, c'est du plancher collant, c'est souvent, c'est pas très choisi, etc. Il faudrait imaginer des temps partiels choisis, des temps partiels valorisants. Donc des temps partiels pas au SMIC, déjà, par exemple. Donc le job sharing, par exemple. Des choses qu'on puisse en fait, associer temps partiel et ambition. C'est pas parce qu'on travaille 25 heures par semaine qu'on n'est pas ambitieux et hyper bon dans son job et qu'on peut pas diriger, par exemple. Voilà, donc c'est des choses, c'est vraiment on va dire, l'étape supérieure d'imaginer des conditions de travail qu'on va pouvoir faire sur la durée. Et alors, pour les emplois
moins rémunérés. Le défi est de taille parce que si on veut avoir des gens là où on a les secteurs en tension, etc., il va falloir qu'ils puissent tenir plus que quelques années. Donc, c'est créer des conditions de travail soutenables. Donc, le grand défi sociétal autour de cet alignement entre les contraintes et les contreparties, c'est la soutenabilité, la durabilité du travail. Et dans les emplois du plancher collant, pour reprendre cette expression, souvent, c'est pas soutenable. La durée de vie d'une infirmière dans un service d'urgence, elle n'est pas élevée. Elle va passer à autre chose, en fait. Ce n'est pas tenable sur la durée. La durée de vie même d'un éboueur, elle est pas, voilà, les conditions de travail sont trop dures. Comment est-ce qu'on crée? Alors là, c'est un chantier énorme d'ergonomie, de temps de travail. Il faut baisser le temps de travail, en fait, pour tenir plus d'années. On n'est pas prêt à ça. Et on a une on valorise énormément le temps plein et les contraintes fortes. Il va falloir qu'on imagine des conditions de travail à tout âge, du coup, pas seulement pour les seniors, mais à tout âge, pour que les jeunes puissent durer plus longtemps dans un métier, des conditions de travail qui soient soutenables. Ça veut dire fini le présentéisme, parce que le présentéisme n'est ni inclusif ni soutenable. Au bout d'un moment, on ne tient pas. Enfin, quand on a des enfants en bas âge, on ne peut pas faire le jeu du présentéisme. Donc, chez les cadres, ça, c'est un gros sujet. Mais ça veut dire aussi le jeu du gorille, de je suis plus fort, etc. C'est pas non plus soutenable et c'est pas non plus inclusif. Ça veut dire que les conditions émotionnellement usantes des métiers du soin, il va falloir inventer des manières de faire qui sont soutenables et donc pas des horaires aussi lourds. Enfin, plein de choses. Ça veut dire que les métiers où on a des troubles musculo-squelettiques parce qu'il y a trop de gestes répétitifs, il va falloir les repenser pour qu'il y ait plus de troubles musculo-squelettiques et ils explosent dans les métiers féminins. Donc, c'est un gros défi. Donc, c'est un chantier sociétal en même temps qu'un chantier pour les organisations. Et on a beaucoup de travail à faire pour réimaginer le travail, pour qu'on puisse, si on veut vraiment, et pourquoi pas travailler pendant 50 ans ou 60 ans, pourquoi pas même 60 ans, voilà. Les pays où on le fait, c'est des pays où le travail n'est pas le même en fait. Donc, comparaison n'est pas raison, comme dit Isabelle. Attention aux comparaisons internationales sur le taux d'activité, parce qu'elles masquent et les conditions de travail et les temps de travail hebdomadaires. Sur le sujet du job sharing, Laetitia, que tu mentionnais, j'ai eu la chance en 2025 de rencontrer Florence et Muriel qui ont fait 20 ans de job sharing chez Hewlett-Packard et elles décrivent extrêmement bien déjà de un le fonctionnement de ce mode de travail-là et aussi tous les bénéfices auxquels elles ont eu accès avec ce duo de job sharing sur le temps de travail, mais aussi sur la stratégie qu'elles ont adoptée pour ne pas perdre en rémunération ou en tout cas pour se soutenir mutuellement dans la manière de progresser dans l'entreprise, même si elles étaient à temps partiel. Donc, ça existe, il y a des exemples probants qui prennent la parole. Et effectivement, on revient sur le sujet de la visibilité de ces modes de travail-là, mais c'est très important d'avoir des exemples concrets, vertueux, qui ont servi et l'entreprise et les travailleurs selon ces modèles-là. On est complètement aligné avec la question même de l'innovation. Voilà. Oui, il faut réfléchir, il faut travailler ensemble à trouver des solutions parce qu'il y a des questions sociétales, puis il y a des questions économiques. Enfin, l'Europe est un continent qui vieillit, donc il faut effectivement réfléchir à cet enjeu absolument déterminant. Et je pense que l'innovation, c'est-à-dire oser, essayer, expérimenter, c'est la clé en fait. Mm-hmm. Et ça, je pense qu'il faudrait idéalement pouvoir mettre en place des petits laboratoires d'innovation dans toutes les entreprises, partout, et qu'on ose effectivement considérer qu'une idée qui peut paraître farfelue peut être une solution. Je rebondis sur le job sharing. C'est un des exemples d'innovation qu'on peut mettre en place. Et je pense que c'est aussi ça qui fait l'intérêt de ce sujet, c'est que chaque organisation, chaque personne peut trouver la solution qui lui convient en s'intégrant dans la collectivité. On a évoqué largement les enjeux des profils seniors dans l'organisation. Et puis aussi donner des chiffres pour mieux les comprendre. Maintenant, j'aimerais qu'on se pose la question peut-être de 2 ou 3 actions concrètes qu'on peut adopter pour justement changer le regard sur l'âge en entreprise. Isabelle, tout à l'heure, tu nous parlais du CEP. Si celles et ceux qui nous écoutent se disent « Effectivement, là, je suis peut-être à un moment de ma carrière où j'ai des embûches sur le chemin, j'aimerais pouvoir mieux les comprendre, mieux comprendre comment mes compétences peuvent évoluer là-dedans. » C'est quoi la démarche à faire ? Alors, la démarche, elle est extrêmement simple. Vous tapez CEP sur Internet et vous allez tomber sur la page
du conseil en évolution professionnelle qui va vous renvoyer vers l'opérateur qui gère le conseil en évolution professionnelle à côté de chez vous. Parce que le principe du CEP, c'est que vous pouvez rencontrer un conseiller juste à côté de chez vous avec des propositions de rendez-vous qui sont adaptées à vos horaires, à votre disponibilité. Donc, c'est simplissime, je répète, c'est gratuit, c'est anonyme. Moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à faire le test et à se lancer, en fait, pour aborder cette réflexion sur son projet professionnel. Ça peut ouvrir des portes extrêmement puissantes et ça construit effectivement le dialogue social au sein de l'entreprise. Je pense que ça, c'est déterminant. Super, voilà. Top. Simplissime. Une action, un rendez-vous et la réflexion sur le projet professionnel et la suite de la carrière s'ouvre. Génial. Pour tous les actifs. Super. Et je pense que dans les pistes aussi concrètes qu'on peut aller chercher, c'est débunker finalement les stéréotypes qu'on entend toutes les semaines, tous les mois dans les organisations sur ces profils-là. J'en ai choisi un, Laetitia, pour toi. Comment est-ce qu'on débunk le cliché « les seniors sont chers » ? En fait, les seniors sont chers, c'est un cliché qui est beaucoup utilisé finalement pour masquer une discrimination agiste plus franche et nette. Donc, un recruteur qui refuse de prendre, par exemple, une femme quinquagénaire à un poste parmi tous les candidats va dire « Oh, mais les seniors sont chers ». Et c'est bien commode comme argument parce que ça permet de dire, vous voyez, c'est un argument économique, c'est pas agiste, c'est pas personnel, c'est économique. Or, c'est très souvent faux, en l'occurrence dans l'exemple que j'ai choisi, parce que les candidats qui postulent, et notamment des femmes en reconversion, des hommes en reconversion, qui ont déjà une première partie de carrière, qui ont eu un trou dans le CV et puis qui repostulent, ils demandent pas plus cher. Et on les veut pas. Donc, c'est pas du tout vrai. Ce n'est vrai que pour la cherté de la seniorité n'est vrai que quand on construit une seniorité valorisée. Donc, quand on a de l'ancienneté dans un métier, quand on a une carrière linéaire, quand on a de l'ancienneté, par exemple, dans la fonction publique, vous avez des systèmes de grades, vous montez, puis plus vous avancez en âge, plus vous allez être payé. Et c'est un peu automatique. Et donc, il y a une partie des gens qui bénéficient, de la valorisation de la seniorité. Et puis les gens qui sortent du système ou qui vont se reconvertir, être entrepreneurs, puis être salariés, puis parfois ils en bénéficient quand ils ont la valorisation d'une expertise, par exemple, ils peuvent en bénéficier, mais souvent ça s'arrête à partir d'un certain âge. Et donc pour ces personnes-là, c'est tout simplement souvent faux. Et encore une fois, l'exemple des femmes ni en emploi ni en retraite, alors je dis femmes parce qu'elles sont majoritaires, mais ça peut concerner des hommes aussi, l'exemple des personnes en reconversion qui se sont pris des coups durs, etc., et qui retentent autre chose, ne demandent pas plus cher que des candidats qui auraient 12 ans de moins et rêvent d'avoir le poste en question. Et ça n'est pas... La cherté est un argument faux, est un argument fallacieux pour masquer ce qu'il y a derrière, qui est une franche discrimination, qui est on préfère une femme de 32 ans qu'une femme de 49 ans dans l'agence de communication, parce que la culture dominante est une culture qui est profondément agiste et qui ne veut pas d'une candidate de 49 ans. Du coup, chez Manpower Talent Solutions, c'est quoi vos 2 principaux engagements pour justement contrer l'agisme en entreprise ? Alors le premier, c'est intégrer de façon systématique, on en a parlé, l'intergénérationnalité dans toute la gouvernance de tous les projets au quotidien. Voilà. Donc un projet, un junior, un senior. Et c'est en faisant effectivement qu'on déconstruit les préjugés et qu'on met en œuvre effectivement la preuve par A plus B que ça fonctionne et que ça apporte aux juniors et aux seniors des choses extrêmement puissantes. Sur la transition numérique, le binôme junior-senior, il est absolument fabuleux. Voilà. Il y a une réciprocité des échanges et de la connaissance. Je pense que le binôme, d'ailleurs, maintenant, il marche aussi dans l'autre sens. Par exemple, sur les utilisations de l'IA, on voit que les seniors qui ont de l'expertise en bénéficient davantage, alors que les juniors ne savent pas bien prompter si on ne sait pas bien écrire et qu'on ne connaît pas le métier. Je suis complètement d'accord avec toi. Et donc, on peut même avoir une réinversion. Et surtout que ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, ils ont tout mis en place dans le numérique. Donc, moi, j'ai jamais considéré effectivement que les juniors savaient tout. C'était vrai en l'an 2000. Oui. Mais c'est plus vrai aujourd'hui. Oui, mais ceux qui avaient 30 ans en l'an 2000 aujourd'hui font partie des seniors. Donc, on retombe sur nos pattes. Ils n'ont plus besoin d'être coachés par des plus jeunes. Ouais. Mais c'est vrai que l'IA a changé aussi complètement la donne. Et pour l'utiliser au quotidien, on voit bien effectivement que cette prise de recul, cette capacité à analyser en fait de ces générations qui sont pas forcément nées avec une tablette dans les mains,
est un avantage certain. Et puis, le deuxième point, c'est de valoriser l'expertise du senior comme, on va dire, un actif stratégique. Voilà. Ça aussi, ça participe de l'agisme. Oh oui, le senior, il est jamais content, il va donner des leçons, etc. Non, c'est renversé, effectivement. C'est l'expérience, elle participe de la seniorité. La seniorité participe de l'expérience. Et c'est en son sens que la compétence comme actif stratégique permet aux seniors de sortir haut la main, en fait, de cette prise, de ce parti pris au sein de l'entreprise. Un autre levier aussi qui peut être intéressant pour justement permettre aux entreprises de comprendre l'intérêt d'intégrer une plus grande diversité d'âge, c'est d'en comprendre les bénéfices. Donc, c'est quoi les bénéfices d'intégrer davantage de diversité dans l'organisation ? Alors, l'une des premières vertus d'une équipe qui va avoir une diversité des générations, une diversité des âges en son sein, pourvu que les conditions de travail soient inclusives, c'est-à-dire que tout le monde puisse être valorisé, ce sont les mêmes avantages que la diversité en général, c'est-à-dire que on a des gains de performance, on a des gains d'innovation. Ça peut s'illustrer, ce fameux binôme là dont on a parlé, junior-senior, enfin en tout cas de personnes de deux âges différents, qu'on trouve dans les systèmes d'apprentissage, qu'on trouve de manière très ancienne dans le monde de l'artisanat. Voilà, c'est l'idée que finalement, il y a une transmission qui se fait de manière très forte, mais qui maintenant se fait probablement aussi dans les deux sens, et qui va mêler des formes, comme toutes les formes de diversité, des formes de manière de penser ou des manières d'appréhender la réalité un peu différentes. On estime que les plus jeunes ont une plus grande part d'intelligence fluide. L'intelligence fluide qui va être cette espèce de force brute de créer quelque chose de nouveau. Parce qu'on a de la page blanche, en fait, et qui fait qu'on va être très, très, très rapide aussi dans des choses nouvelles. Elle est plus forte chez les jeunes. L'intelligence cristallisée, qui est une autre forme d'intelligence, qui est celle qui va consister en gros à recomposer des briques de Lego qu'on a déjà dans la tête. Oh bah tiens, j'ai déjà vu ça. Donc on va utiliser des briques et puis les recomposer, et on va d'ailleurs aller beaucoup plus vite. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et d'expertise va aller beaucoup plus vite en recomposant des briques de Lego. Mais en fait, ce qui est le plus fort que tout, c'est l'alliance de ces différentes formes d'intelligence qu'on a en soi-même. On a un peu des deux en soi-même, même quand on vieillit, mais qu'on a dans une équipe avec un peu plus d'intelligence fluide chez les plus jeunes, un peu plus d'intelligence cristallisée chez les gens qui vieillissent. Et ben c'est ça qui est le plus puissant, c'est cette combinaison. De même, on peut faire le même argumentaire sur la neurodiversité, sur la diversité des formes d'intelligence, enfin voilà. Et ça, c'est du coup l'âge s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire qu'on a vraiment à gagner, à être plus innovant, à être plus performant. En fait, on est plus innovant quand on a des âges différents. Et puis être à l'écoute du marché, on avait toujours cette idée que le Zeitgeist, petit mot allemand, être à l'écoute de ce qui est dans l'air du temps, c'était les plus jeunes qui l'avaient. Or, dans une société où les plus jeunes sont très minoritaires, en fait, est-ce que ce sera toujours le cas ? Est-ce qu'on n'est pas plus à l'écoute du marché quand on en reflète la diversité des âges qui est celle de la société ? Quand on veut comprendre quelles vont être les 2 prochaines innovations marketing, qu'est-ce qu'on va pouvoir vendre demain, il faut refléter la diversité, à peu près, la diversité des âges qui est celle de la société pour comprendre comment va évoluer la société. Et puis un dernier gros avantage, et pas des moindres, c'est qu'en fait, quand on a de la diversité des âges dans une équipe, dans son quotidien de vie, eh bien, ça peut être un facteur de sécurité psychologique. Si moi, jeune personne de 22 ans, je me lie d'amitié avec quelqu'un qui en a 57 et que je comprends qu'en fait on se ressemble beaucoup, ça va me rassurer dans le fait de me dire que en fait je peux vieillir dans cette organisation, je peux m'imaginer moi plus âgée dans cette organisation. Inversement, je suis la personne de 57 ans, d'avoir quelqu'un qui en a 22, ça me rassure aussi sur la pérennité des grands projets et de l'organisation sur laquelle je travaille, ça me projette aussi dans un avenir. Dans les 2 cas, ça nous projette dans un avenir et ça peut nous rassurer. Ça peut nous enrichir à titre personnel d'avoir cette diversité des âges dans une équipe. Et en fait, on voit que c'est très banal quand c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la guerre des générations dont on nous rebat les oreilles. On peut très bien être ami avec quelqu'un qui a 30 ans de plus ou 30 ans de moins, quand on crée les conditions où on peut se côtoyer et bien travailler ensemble. Donc c'est en fait une richesse inouïe
qui s'offre à nous, qui s'ouvre à nous avec cette grande diversité des âges. Ça permet peut-être d'ajouter une petite touche positive sur la fin, c'est ça. parce qu'en fait, c'est très chouette la diversité. Ouais, et j'aime bien aussi l'idée de terminer notre discussion sur l'importance de la qualité du lien, quels que soient les âges, qui finalement est le cœur vivant et mouvant de l'organisation. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour vos partages. J'ai une dernière question pour vous, qui est la question signature de mon podcast, que je pose à tous mes invités. C'est si vous pouviez constituer votre board de rêve chacune, donc 3 personnes au sein de ce board, qui est-ce que vous mettriez dedans ? Ok, donc pas de limite. Hein. Pas de limite. Plaisir. Ouais. La première personne dans mon board de rêve, ce serait Satya Nadella, qui est CEO Microsoft. Le deuxième membre de mon board de rêve, ce serait le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, parce que j'aime bien ce côté, on embarque tout le monde dans une idée hallucinante. C'est quoi cette histoire ? Les gens vont embarquer des gens qu'ils ne connaissent pas dans leur voiture. Avec cette innovation chevillée au corps et de se dire ok, on va faire un truc complètement fou, personne n'y croit, mais vous allez voir, ça va donner des résultats incroyables. Quand on voit Blablacar aujourd'hui, c'est plutôt intéressant. Et puis la troisième personne, je pensais à Sheryl Sandberg, qui est une ex Facebook Meta, qui a écrit un livre que je vous invite à lire, Lean In, qui est vraiment d'une puissance intellectuelle absolument folle, et qui est la quintessence pour moi de cet exemple d'une femme qui a réussi dans un monde très masculin et qui aujourd'hui a une vision de l'entreprise et une vision de comment on embarque ses collaborateurs qui est hyper intéressante. Voilà. Et puis le petit bonus, parce que j'aime bien les petits trucs en plus, si en plus je pouvais avoir un équivalent d'un Edgar Morin ou d'une Florence Foresti de temps en temps pour venir perturber un petit peu mon board, ce serait parfait. Voilà. Génial, super. Merci Isabelle. Et toi Laetitia ? Je vais essayer de créer une diversité des âges dans mon board idéal pour faire être le miroir de tout ce qu'on vient de dire. Donc il me faudrait une personne beaucoup plus âgée, une figure intellectuelle qui va m'inspirer. Moi j'écris beaucoup sur les mutations du travail, je suis une passionnée d'histoire, etc. Donc je vais prendre une Michel Perrault qui a beaucoup plus que 90 ans, je crois, plus de 90 ans, je sais plus exactement quel âge elle a, mais elle est très âgée et elle est incroyable, elle a une puissance intellectuelle qui ne bouge pas. Ça m'inspire parce que ça me donne un rôle modèle beaucoup plus âgé qui me dit peut-être que si j'ai la chance de vivre jusque-là, ma carrière pourra continuer en fait. Une autre plus jeune, septuagénaire. Une septuagénaire qui s'appelle Michel Fitoussi, qui écrit beaucoup, avec qui j'échange énormément en ce moment, qui m'inspire, qui elle aussi me donne un rôle modèle sur oui, à 70 ans, elle a déjà soldé sa retraite, mais elle continue de travailler. Voilà, un beau modèle. Et puis une plus jeune ou un plus jeune. Alors, une plus jeune, pourquoi pas une Léa Audrin, ça serait une bonne idée. Pourquoi pas un Samuel Durand, qui va être aussi avec des compétences plus entrepreneuriales que moi, et qui va peut-être aussi m'aider à réfléchir à comment je fais évoluer mon activité, parce que moi, ma carrière, c'est une entreprise, donc faire évoluer une activité quand on a une entreprise, c'est peut-être plus compliqué que de se faire, ou pas forcément plus compliqué d'ailleurs, mais différent que de chercher des emplois salariés. Donc voilà, mon board de rêve, c'est des femmes plus vieilles, et puis des personnes un peu plus jeunes, qui, pourquoi pas, j'ai pas de vingtenaire, mais j'aurais bien aimé un vingtenaire ou une vingtenaire aussi, si vous avez des idées. Moi j'ai une idée. Un de mes podcasts préférés, c'est le podcast Nouvel Oeil de Victoria Guillaumont. Et donc, elle doit avoir 25-26 ans maintenant. Et il y a 4-5 ans, elle a entrepris un podcast, donc ce fameux podcast Nouvel Oeil, où elle rencontre des gens qui vont œuvrer pour la transformation du monde, pas forcément que la transformation du travail. Et elle revient tout juste de la création d'un documentaire sur comment on va gérer les ressources en eau. Et donc, j'aime beaucoup l'écouter. Puissance intellectuelle incroyable. Comment s'appelle le podcast ? Le Nouvel Oeil. Nouvel Oeil, ouais. Et aussi une liberté. Tu vois, tu parlais d'intelligence, des différents types d'intelligence tout à l'heure. L'intelligence fluide. L'intelligence fluide. Je pense qu'elle l'utilise à merveille. Voilà, donc je rajouterai ce petit élément à tout ce qu'on s'est dit. Merci infiniment, mesdames, pour tous ces partages aujourd'hui. Je mettrai tous les liens dans la barre de description pour qu'on puisse retrouver vos travaux respectifs. Et je vous dis à bientôt. Merci Léa.
Merci Léa. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode avec Isabelle Brochu et Laetitia Vito. Et merci à elles pour la qualité de leurs analyses et de leurs partages. J'espère que cet échange vous a permis d'y voir plus clair sur les enjeux de l'âge au travail et à la transition démographique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Dernière chose, si vous souhaitez soutenir mon travail sur le Tilt, vous pouvez faire une action qui m'aide énormément. C'est vous abonner sur votre plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Abonnez-vous, ça m'aide énormément. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode du Tilt et je vous dis à très vite pour la suite.